Cinérama. Le cinéma dans tous ses états. Cinérama de la semaine, bonjour, merci de nous être fidèles. Eh bien, comme chaque semaine, nous allons vous parler de deux films qui nous ont semblé importants, à savoir Eva de Benoît Jacot avec Isabelle Huppert et Gaspard Ulliel, et The Disaster Artist de James Franco, sur lequel il y a beaucoup à dire. On va beaucoup en dire avec Samuel Douer. Bonjour Sam. Bonjour Pierre. Alors, d'accord avec le choix des deux films? Oh bah oui, c'était une semaine très riche. C'est une semaine très riche, parce qu'on aurait pu choisir autre chose, en effet, mais on le verra un peu dans nos choix. Alors, on commence par Eva de Benoît Jacot. Avant toute chose, je vous propose de regarder un extrait de la bande-annonce. Il y a quelqu'un ici. Ça vous étonne pas de me voir? Pas du tout. Mon ami est allé se regarder, allez vous asseoir ailleurs. C'est vraiment votre ami? Tous les hommes qui paient sont mes amis. Alors on peut se revoir. J'ai juste besoin de votre nom. Eva. Je me suis lancé dans un roman. C'est l'histoire d'une prostituée dans une ville de province. Elle rencontre un jour un type qui devient fou d'elle. T'as baisé avec une pute, c'est ça? Alors, en gros, on a compris l'histoire, c'est un gigolo, escroc, Gaspard Ulliel, qui est très très bien. Oui, il est de mieux en mieux. Il est de mieux en mieux, parce que vraiment, avant, il était considéré comme un beau mec, mais un petit peu fade. Et là, je trouve qu'il est particulièrement... Depuis Saint-Laurent, il a vraiment acquis une dimension supplémentaire, et il confirme là dans... Là, il est vraiment... Il est d'une ambiguïté, voilà. Et donc, ce jeune homme, escroc, qui s'approprie l'œuvre de quelqu'un qui meurt, d'ailleurs, à cause de lui, d'une certaine façon, rencontre une prostituée plus toute jeune, dirons-nous. Oui. C'est joliment dit. Interprétée par Isabelle Huppert et qui sévit pas loin du lac d'Annecy, là-bas. 300 € la passe. Oui, voilà. Hein, et non, c'est Isabelle Huppert, en fait. C'est Isabelle Huppert. Et donc, il en tombe, en quelque sorte, amoureux, obsessionnellement fou, il essaie de la séduire, elle qui est très indifférente et qui se fout absolument de tous ses clients, qui sont des clients et pas autre chose. Il faut dire que le film est inspiré d'un roman de James Hedges qui avait déjà donné en 1962 un très beau film de Joseph Losey avec Jeanne Moreau, Stanley Baker et Virna Lisi. Alors, ce film... Alors, le film, tu as dit un peu ce qui peut poser problème au film, c'est le personnage d'Isabelle Huppert, parce que voilà, il faut quand même accepter quelque chose qui n'est pas très crédible, en fait, pour entrer dans le film, parce que honnêtement, je sais bien qu'Isabelle Huppert peut tout jouer. Elle peut tout jouer, même une collégienne prépubère, elle sera encore crédible. Mais là, voilà, quand même, se dire que elle a une prostituée d'une soixantaine d'années, se fait payer 300 € la passe et a son carnet de balles rempli. J'ai un petit peu de mal à le croire. Voilà. Une fois qu'on a passé ça, Alors, c'est bon. C'est bon. Enfin, c'est presque bon dans la mesure où ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait jamais, même dans la vie, pourquoi brusquement un être obsède un autre être, en quelque sorte. Ça, c'est pas et donc que ce beau jeune homme brusquement soit fou de cette femme est très bizarre, mais ça donne une impression complètement surréaliste presque au film. Ça, c'est pas encore trop le problème. C'est juste, voilà, c'est sur le métier qu'exerce Isabelle Huppert, les conditions dans lesquelles elle exerce, où c'est pas très très crédible. Voilà. Après, effectivement, l'obsession de Gaspard Ulliel, du personnage de Gaspard Ulliel pour elle, peut paraître effectivement très étrange, mais se finit par se comprendre, parce que, en fait, il peut s'en servir aussi comme instrument de création littéraire de cette obsession. Donc, soi-disant, parce qu'il ne crée pas beaucoup. Voilà, il essaye. En tout cas, il essaye. Et en même temps, peut-être ce qui est intéressant aussi, c'est que ce jeune homme qui est un tricheur, en quelque sorte, finalement s'aperçoit qu'elle dit la vérité dans l'indifférence même. Oui, et que ce personnage commence à le fasciner. Et donc, c'est invraisemblable, mais assez passionnant sur ce truc-là. Voilà, tout à fait. Alors, il y a d'autres choses pas très vraisemblables dans le film, puisque, en gros, il est soi-disant dramaturge qui travaille dans le théâtre public, et on le voit, il va donc à la scène nationale d'Annecy. Évidemment, il loge dans le Palace de la Ville. Je pense que ça va faire beaucoup rire tous les gens qui travaillent dans le théâtre. Mais bon, voilà, il y a plein de détails comme ça qui sont un peu bizarres dans le film.
Une fois qu'on les met de côté, il reste quand même un superbe exercice de mise en scène Voilà, et un vrai exercice de style, quoi, qui est, là, pour le coup, est passionnant, quoi, parce que comment, à partir d'un matériau de base quand même pas très crédible, on arrive à faire quelque chose d'assez fascinant par la puissance de la mise en scène. Et les premières scènes où on voit donc Gaspard Ulliel se rendre chez un vieux monsieur qui est un client, puisqu'il est gigolo, et lui voler sa pièce, son manuscrit, c'est fait avec une maestria formidable. Enfin, c'est à la fois sensuel, glauque, un peu vénéneux, c'est très très bien. Alors il y a eu cette histoire de premier, deuxième et troisième degré. Oui, alors en fait, parce que le personnage que joue Gaspard Ulliel est donc un dramaturge, alors forcément, tout le monde attend sa deuxième pièce. Sa première a fait un triomphe, mais comme c'est pas lui qui l'a écrit, il a un petit peu de mal à faire la deuxième pièce. Et il y a son ami que joue Julien Roy qui lui lit derrière son épaule et lui dit « Mais c'est nul, quoi, c'est nul, il faut que tu écrives au troisième degré. » Alors, le troisième degré, qu'est-ce que c'est que le troisième degré ? Une fois qu'on a écrit au premier degré, après on est passé au deuxième, en fait, il faut revenir au premier degré, et ça, c'est ce qu'on appelle le troisième degré. Et on va voir un petit extrait où Benoît Jacot nous explique qu'est-ce que c'est que ce fameux troisième degré. Le premier degré commence par être une perception de ce qui vient immédiatement. Le deuxième degré, une réflexion sur ce qu'on vient de voir. Et le troisième degré est comme un retour au film lui-même, mais comme preuve de ce qu'on vient de penser. Voilà. Une façon de passer le temps devant la proposition de l'expression de quelqu'un d'autre. Franchement, je ne pensais pas non plus, en faisant dire ce petit truc comme ça, en le faisant jouer aux deux interprètes qui le jouent, que ça pourrait devenir un mini débat sur une obscurité philosophique. Vous voyez ? Bon, alors pour finir, un film intéressant, tout à fait dans la ligne de Benoît Jacot. L'esthétisme de Benoît Jacot, on le retrouve. Dans la thématique, on était plus vers Chabrol, en fait. C'est des personnages qu'a pu interpréter Isabelle Huppert dans les films de Chabrol. Et Jacot, c'est peut-être la réserve que j'ai sur le film, à part qui est donc un exercice de style très brillant, c'est qu'il est peut-être pas... Il va peut-être pas assez loin là-dedans, dans cette dimension chabrolienne. Je pense que Chabrol aurait été encore plus caustique que ça. Et lui, il reste un petit peu en retrait, quoi. C'est un petit peu ce qui il manque un peu de grotesque. Oui, voilà, c'est ça. Il manque un peu que Chabrol savait donner. Et moi, je pense qu'il manque une scène où un des personnages autour d'Isabelle Huppert et de Gaspard Ulliel éclate de rire. Voilà. Quoi, ça aurait pu être le situation. personnage que joue Richard Berry, Ouais. et en fait non, il le joue pareil. Lui, c'est peut-être un peu trop au premier degré là justement. Là, sur cette partie-là, alors qu'effectivement le film aurait gagné à être prendre beaucoup de recul par rapport à cette histoire. C'est-à-dire que si on avait montré aussi le côté grotesque de l'obsession de Gaspard Ulliel, je pense que, alors c'était pas très élégant pour Isabelle Huppert, mais ça aurait peut-être grandi le film en quelque sorte, mais qui reste vraiment un film à voir. Oui, vraiment de très puissance de la mise en scène, encore une fois, chez Benoît Jacot. Je pense qu'il a fait le film pour ça, d'ailleurs. Oui, voilà, c'est sûr. Bon, fini pour Benoît Jacot, si j'ose ainsi m'exprimer. The Disaster Artist, alors ça, c'est un film assez particulier qu'a signé donc James Franco. On commence avant tout par regarder un extrait du film. Action! What line? What line? I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Okay. Action. What is line? Take 13. Action. I did not hit her. Okay. Line. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Take 67. Action. I hit her. No. Do you want to change the line? You're doing great, man. We'll get there. Action. 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 You have to say it loud. I can't hear it in here. Say action so I can hear her. Okay. Action. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Donc,
Samuel, tu vas peut-être résumer au moins un tout petit peu ce qui se passe. Donc, à la base, il y a un réalisateur cinglé. Voilà, qu'on voit dans la bande-annonce. C'est le personnage que joue James Franco, qu'on voit dans la bande-annonce. Donc, c'est un réalisateur venu de nulle part, qui s'appelle Tommy Wiseau, qui, il y a une quinzaine d'années, a réalisé un film qui s'appelle The Room. Il n'avait assez frais conséquent, ça coûtait $6 millions, ce qui est quand même pas rien. Parce qu'il faut les sortir, il faut les sortir. Et puis personne ne sait comment il les a sortis. Voilà, c'est ça qui est fou avec ce type qui ressemble un peu à un chanteur de hard rock, on va dire, mais donc à une fortune mystérieuse. Aucune expérience dans le cinéma, sinon qu'il voulait être comédien, mais on le voit dans le film, il joue comme une savate. Et il a fait ce film qui s'appelle The Room, qui est tellement mauvais qu'il est devenu culte, quoi. C'est-à-dire que c'est devenu un objet d'adoration dans le monde entier, et le film est tellement mauvais qu'en fait Tommy Wiseau a même réussi à faire de l'argent avec. C'est-à-dire que le film est tellement vu, à chaque fois qu'il fait des projections, il y en a une au Grand Rex au mois de février, les places c'est pris d'assaut, et les gens viennent pour se marrer en fait, tellement c'est mauvais, quoi. Et donc James Franco a voulu raconter l'histoire de ce film, de ce tournage. Donc en fait, comment Tommy Wiseau a rencontré un acteur qui s'appelle Greg Sestero, qui est joué par le frère de James Franco, par Dave Franco. Et visiblement, il lui plaît bien. Il lui plaît bien, voilà. Il lui plaît bien. Et en fait, il fait le film un peu pour lui, en quelque sorte. Voilà. Et donc, c'est un peu la genèse de ce nanar, quoi, depuis la première écriture, depuis la rencontre, jusqu'à la sortie, la première mondiale du film, qui s'est au début très mal passé, et en fait très bien, parce que tout le monde était hilar devant le film, qui effectivement est quand même assez étonnant. Hein. C'est assez étonnant. Alors, et le film lui-même, il colle vraiment au navet The Room. Oui, d'autant plus qu'on voit dans le générique final, il s'est amusé à montrer en écran séparé The Room et la scène reconstituée dans The Disaster Artist, et on s'y croirait. Hein. C'est vraiment la même chose. Alors James Franco, c'est un drôle de type parce que il est un touche à tout. Il est à la fois producteur, metteur en scène. Il a joué dans plein de séries télé, dans plein de films. Et puis il a tourné un film que j'aime beaucoup d'après pas Hemingway, Faulkner, Tandis que j'agonise. Voilà, qui était vraiment très bien, très western, très. Et puis, il a fait la suite de Cruising, tu sais, il a produit, co-réalisé. Enfin, c'est une espèce de... Et alors, ce film-là allait lui apporter l'Oscar, c'était pratiquement fait. Il avait déjà le Golden Globe du meilleur acteur dans le second rôle, et il partait favori. Hein, il en fait 3 tonnes. Il en fait 3 tonnes. C'est un peu son style de jeu, hein, Franco. Il faut dire que le personnage est assez gratiné, quoi. Donc je ne pense pas qu'il se force beaucoup. Et effectivement, il a le Golden Globe du meilleur acteur. On dit c'est bon, la voie royale, les Oscars. Et dès le lendemain, dans la suite des suites de l'affaire Weinstein, plusieurs accusations de harcèlement sexuel, parce qu'il est aussi... Autre activité, il dirige une école d'art dramatique, et donc certaines élèves ont dit qu'il n'avait pas été très courtois. Ouais, voilà. Enfin voilà, mais ça a été immédiat. Et c'est fini. Et en fait, c'est la fin de sa carrière. On pourrait tacler des choses. C'est un peu ce qui se passe avec Kevin Spacey, c'est-à-dire que là, pour le coup, il a disparu de la circulation. Il n'a même pas été nommé. Et donc, résultat de la campagne de presse a été très efficace, puisque donc aucune nomination à l'Oscar alors qu'il partait favori, et le film n'a rien eu du tout, quoi. Voilà. Alors le film, c'est une vraie comédie, c'est très drôle. Vraiment très drôle. La petite réserve, c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de faire la comparaison avec le film qu'avait fait Tim Burton sur Ed Wood, qui était pareil, le portrait d'un réalisateur raté, en fait. Quoi. Mais, il y avait une grande tendresse. Il y avait une tendresse, une vraie empathie, et surtout, il y avait le côté... Tim Burton, je pense, c'était, en gros, si je n'avais pas de talent... J'aurais été comme Ed Wood, et donc c'était assez touchant de voir ça. Johnny Depp, qui jouait le personnage, le jouait vraiment au premier degré, avec une profonde empathie pour lui. Là, la réserve que je fais sur Disaster Artist, c'est que James Franco n'est pas au premier degré. C'est-à-dire qu'il joue parfois à fond au premier degré, parfois il est vraiment dans... Je vais me moquer de ce personnage qui, il est vrai, est assez ridicule. Il le présente à la fois comme un escroc, comme vraiment un malade mental, et voire... parfois comme franchement un idiot total, quoi. Il hésite un petit peu entre ces trois-là, ce qui fait que le regard sur est moins touchant que ce qu'avait fait... mais c'est presque l'amitié amoureuse qu'il porte à l'autre qui est presque touchante, là, pour le coup, parce que ni l'un ni l'autre ne semble s'en rendre compte, mais elle est visiblement là. Donc, voilà, c'est une distraction.
Oui, c'est très plaisant. Il y a quand même cette idée, voilà, c'est une espèce d'hommage à ces gens qui sont passionnés par le cinéma, même s'ils sont totalement incapables de faire un film. Il y a quand même ça c'est présent et c'est très agréable à voir. C'est agréable à voir. Voilà, et bien donc Disaster Artist pour le malheureux James Franco, privé de son Oscar. Et bien nous allons passer à nos choix de la semaine. Alors, Samuel, une petite perle pour commencer ? Ah, une grosse perle même. Hein. C'est une vraie révélation. C'est un premier film russe. D'un jeune réalisateur. Ça revient le cinéma russe. Ça revient. On a vu à Cannes, il y avait Andrei Zvyaginsev, qui avait Faute d'amour. Et donc là, ce jeune réalisateur s'appelle Kantemir Balagov. Il a fait ce film, il avait 25 ans, ce qui est assez prodigieux quand on voit dans cette Tesnota, Une vie à l'étroit. Une vie à l'étroit. Le titre français, c'est Tesnota, le titre russe. Et les 40 premières minutes sont scotchantes, quoi, dans la puissance de la mise en scène, la direction d'acteur. Enfin, je veux dire, c'est difficile à croire que ce type n'a que 25 ans quand il a fait ça. Donc, le film se passe dans une république du Nord-Caucase qui s'appelle, une république du Nord-Caucase, près de la Tchétchénie. Et c'est un peu lié parce qu'on évoque la guerre de Tchétchénie. Ça se passe il y a une vingtaine d'années, dans une communauté juive qui existe dans cette république. Et on suit le parcours d'une jeune fille qui vit qui a un petit copain musulman et dont le frère se fait enlever c'est une pratique assez courante là-bas, visiblement. Et donc une rançon très importante est exigée des parents, qui n'ont évidemment pas le moindre sou. Et ils font appel à la communauté juive qui ne veut pas payer non plus. Et donc la seule solution, c'est que cette jeune fille épouse un jeune homme très sympathique, mais dont elle ne veut pas, pour que les parents payent la rançon. Voilà. Et donc ça raconte ça. Donc il y a une tension forte pendant les 2 heures du film. Une actrice formidable qui s'appelle Daria Zovner, vraiment pareil, elle aussi une révélation. Et voilà, et vraiment le film est un peu oppressant parce que c'est un format carré. Et donc, il arrive à faire vivre ça, un dynamisme de tous les plans, enfin vraiment une vraie révélation. Donc, Kantemir Balagov qui a fait ce film qui s'appelle Tesnota. Tesnota. Eh bien, on va continuer par une autre révélation, un acteur, le comédien principal d'un film qui s'appelle Il Figlio Manuel, de Dario Albertini, ça c'est le metteur en scène, et le jeune acteur s'appelle Andrea Lattanzi. Alors, on ne le connaît pas, personne ne le connaît, il a été découvert par le metteur en scène. Et alors, c'est très très marrant parce qu'il a une espèce de physique très très imposant comme ça, dur, et il est d'une sensibilité absolument extraordinaire. Il joue le rôle d'un adolescent qui sort d'un centre de rééducation et qui doit vraiment prendre des responsabilités pour recueillir sa mère qui, elle, est en tôle et qui ne pourra sortir de tôle que s'il lui offre une sorte de foyer stable. Donc c'est un peu le monde inversé, c'est-à-dire que c'est pas l'adulte qui est chargé de l'adolescent, mais l'adolescent qui est chargé de cet adulte, qui l'encombre, parce qu'il a quelques projets qu'il ne va pas pouvoir faire. Et vraiment, le film est très sympathique, c'est vraiment un peu du néoréalisme à l'italienne, mais il y a vraiment ce type, avec ce physique très étrange de baroudeur, et il arrive à donner à chaque réplique une originalité, une sensibilité, encore une fois. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'il va devenir, mais il devrait vraiment faire carrière. Donc, on dit son nom encore. C'est monsieur Andrea Lattanzi, qui a 18 ans, et à qui on souhaite vraiment bonne chance. Voilà. Alors, à la Cinémathèque, Samuel ? À la Cinémathèque et dans 4 autres salles parisiennes, donc le festival Toute la mémoire du monde, c'est la 6e édition. C'est le festival du film restauré, en fait. Donc, la Cinémathèque fait son marché dans toutes les institutions qui restaurent les films à travers le monde, en particulier la Cinémathèque de Bologne, qui est vraiment la Mecque de la restauration des films. Alors chaque année, il y a un parrain de ce festival. Cette année, c'est Wim Wenders qui va présenter sa carte blanche de ses films favoris. Donc forcément, il y a un film de Nicolas Ray, il y a Les Anges des ailes de Howard Hawks, etc. Il y a un film d'Ozouf, forcément. Et la Cinémathèque va également remontrer, en la présence de Wim Wenders, tous ces grands films allemands des années 70, peut-être ses meilleurs films, avec Les ailes du désir aussi. Oui. Et alors, donc, en tout, il y a une centaine de séances en 5 jours là, dans ce festival, où vous pourrez aussi revoir, pareil en version restaurée, le 1900 de Bertolucci, donc la grande fresque sur l'Italie du début du XXe siècle, 5h10 avec les jeunes de Niro et Depardieu. Il y aura Stefania Sandrelli qui viendra présenter des films aussi.
Il y a un cycle très intéressant de films hollywoodiens où donc Hollywood reconstitue le temps du cinéma muet. Enfin voilà, il y a plein de choses passionnantes à voir pendant 5 jours à la Cinémathèque et dans 4 autres salles parisiennes. Très bien. Et alors pour finir, un Blu-ray. On parle souvent de Billy Wilder dans cette émission, mais il faut toujours parler de Billy Wilder. On n'en parle jamais assez. Pas jamais assez. Et voilà que donc chez Rimini Éditions sort pour la première fois en Blu-ray La Garçonnière. 60. Un film absolument magnifique qui a vraiment été couvert d'Oscars et de récompenses, ce qui n'est pas toujours le cas avec Billy Wilder, mais enfin celui-là a été. Et c'est en plus d'une actualité presque troublante, puisque c'est quand même l'histoire d'un prédateur, d'un industriel qui loue la chambre, la garçonnière d'un modeste employé qui est Jack Lemmon pour y recevoir ses conquêtes. Voilà. Et donc c'est à partir de là et notamment, il drague la délicieuse, ravissante Shirley MacLaine, et finalement, il va y voir... Donc Jack Lemmon est amoureux. Et donc, il y a à la fois, c'est une satire du capitalisme, des mœurs américaines, de l'hypocrisie sexuelle, avec un dialogue, des décors magnifiques d'Alexandre Trauner. Bref... Plaisir total, La Garçonnière. Même si vous l'avez vu, revoyez-le, surtout en Blu-ray. Ça a de la gueule et vraiment, c'est un très grand film. Voilà, merci Samuel de m'avoir accompagné dans cette émission. Et la semaine prochaine, nous parlerons du nouveau film de Sophie Fillière qui s'appelle La Belle et la Belle. Et puis d'un film très étrange qui risque d'être contesté, on verra, qui est le nouveau film de Samuel Benchetrit qui s'appelle Chien. Merci de nous avoir entendus et regardés et à la semaine prochaine. Cinérama. Le cinéma dans tous ses états.